Bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous voir répondre si nombreux à notre invitation. Il faut dire que cette table ronde promet d'être passionnante et stimulante. L'idée en revient à Charles Kléber, que vous entendrez tout à l'heure, ancien secrétaire d'État, ami de l'Institut, qui nous étonne toujours par l'effervescence de son esprit et par l'intelligence de ses vues, et à Yves Oltramar, ami de l'Institut, qui cherchait depuis quelques années à donner un lieu pour la réflexion sur les grands enjeux civiques de nos sociétés européennes. Grâce à ces deux personnes, nous avons pu mettre sur pied cette table ronde, qui sera peut-être la première d'une série, et qui nous apportera beaucoup grâce à la qualité des intervenants et grâce à la qualité de la modératrice, Manuelle Pernoud, que vous connaissez tous, journaliste à la télévision suisse romande, ancienne de l'Institut, et qui a accepté de modérer ce débat qui nécessite une certaine direction, plutôt peut-être qu'une modération, et je la remercie très vivement de s'être prêtée à ce jeu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à Philippe Burin, donc l'hôte de cette dispute de ce soir, intitulée, vous le savez, « Immigration, chance ou menace ?» Et en parlant de chance, nous avons la chance d'avoir ce soir, très concrètement, de recevoir deux spécialistes des migrations, qui seront nos orateurs de ce soir, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, nous avons François Crépeau, si vous voulez bien vous lever. Vous êtes professeur, vous êtes... voilà. De nombreuses casquettes qui vaut la peine quand même de citer rapidement. Directeur du Centre pour les droits de la personne et la pluralité juridique. Vous êtes à l'université de McGill à Montréal, rapporteur spécial des Nations Unies, on le sait. Et puis, vous avez voyagé énormément. Vous organisez bien sûr des consultations internationales et vous avez rappelé, ce qui est très important dans une interview, c'est que la migration fait partie de l'ADN. Et puis, à vos côtés, qui vous succédera, il y a Étienne Piguet, que je vous présente. Professeur de géographie à l'Université de Neuchâtel et vice-président de la Commission fédérale des migrations, vous observez depuis 20 ans la nature des flux, les migrations, les politiques migratoires, et puis vos recherches sont également portées sur l'intégration et l'asile. Alors avant de leur céder la parole, deux mots sur la manière dont va se dérouler cette dispute. Nous serons environ 1h45 ensemble, ça risque de déborder suivant votre activisme aussi. L'objectif de ce débat, vous l'avez peut-être vu sur le site de l'Institut, c'est de réfléchir ensemble aux politiques d'immigration que l'Europe, la Suisse bien sûr, devront définir tôt ou tard, et je pense plutôt tôt que tard d'ailleurs. Alors après l'exposé des points de vue de chacun de nos orateurs, il y aura des recommandations qui vous seront soumises et vous pourrez non seulement les discuter, mais également les amender, les modifier. C'est la partie interactive de ce débat qui sera la deuxième partie de cette dispute. Cette dispute qui va commencer tout de suite en images parce que derrière les mots migration et immigration, vous le savez, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Et pour nous rappeler cette dimension humaine, voici un court-métrage intitulé « Ailleurs », réalisé par Charles Kléber, qui est l'un des maîtres d'œuvre de cette dispute, et Félix Sandry. Merci à Charles Kléber pour ce film Ailleurs. Très belle réalisation, il faut dire, avec des belles images. Mais on le sait, les images chocs n'ont jamais arrêté les guerres, pas plus qu'elles n'ont arrêté les drames. Et les morts actuelles aussi liées à l'immigration. Vous avez entendu le mot de green card, peut-être de prix de l'immigration, qui vous a titillé l'oreille. On en reparlera tout à l'heure lorsque les questions vous seront ouvertes. Dans votre rapport en 2015 devant le Conseil des droits de l'homme, François Crépeau, vous rappeliez que les frontières ne sont pas étanches, que la mobilité est inévitable et c'est encore plus flagrant aujourd'hui. La parole est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de l'invitation. Madame Pernoud, Monsieur Kléber, vous m'avez volé beaucoup de phrases et vous allez voir que je vais dire de façon beaucoup moins éloquente ce que nous avons tous
vues au cours des dernières minutes. Donc je vous propose une réflexion sur mobilité et diversité. Et mon premier point a été magnifiquement illustré précédemment. Nous sommes tous des migrants. Alors je voudrais vous poser une question pour commencer. Qui dans cette salle habite aujourd'hui dans la ville de naissance de ses 4 grands-parents? J'ai toujours à peu près 2-3%. Il y a peut-être des jeunes voix de 2 générations. Il y a une main là-bas, voilà. Voilà, ici également. Voilà, il y a une partie de la population. Si on remonte à 3 générations, on aura moins de voix. Mais nous avons tous une expérience migratoire familiale à 2 ou 3 générations. C'est une expérience migratoire que l'on limite souvent parce qu'on se dit que c'était l'exode rural. Mais l'exode rural a été un choc culturel énorme pour ceux qui l'ont vécu. Beaucoup plus que de passer de Londres à Singapour, par exemple, aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'était de vraies migrations. Madame Pernoud l'a dit, la migration fait partie de l'ADN de l'humanité. Nous sommes une espèce animale migrante. L'illustration au début du film l'a bien montré. Nous avons conquis la planète. C'est une réponse normale aux défis économiques, politiques, environnementaux. Et nous ne pourrons pas l'arrêter. Ça s'est toujours produit. C'est dans notre ADN depuis des millions d'années, 200 000 ans pour notre espèce, des millions d'années pour nos prédécesseurs. Et ce n'est pas 150 ans ou 200 ans ou 400 ans de contrôle migratoire aux frontières qui vont changer ça. Ce n'est pas une anomalie, c'est la règle. C'est la sédentarité qui est une anomalie. Et il faut comprendre les dynamiques migratoires. Les migrants répondent à des push factors, je les mets en anglais, je ne connais pas très bien les mots en français, push factors et des pull factors. Les push factors, on les connaît, la misère et la pauvreté, la misère et la violence. Ailleurs, ce sont des migrations de survie. Il y a aussi des migrations par choix. Les personnels hautement qualifiés, les expats choisissent de partir, mais la grande majorité de la migration est une migration de survie. Mais on parle beaucoup moins des pull factors, et entre autres le fait que dans les pays d'accueil, nous avons des besoins de main-d'œuvre à tous les niveaux, et souvent des besoins de main-d'œuvre que nous ne voulons pas reconnaître. Les migrants clandestins, les migrants en situation irrégulière répondent à la demande des employeurs. La cueillette des tomates au sud de l'Italie à 20 € pour 10 heures de travail, c'est une demande des employeurs. Il n'y aurait pas de migrants s'il n'y avait pas d'emplois qui étaient offerts à des conditions d'exploitation. Et les migrants savent bien qu'il y a des emplois dans de nombreux secteurs que nous n'avons pas pu délocaliser dans la globalisation. Nous avons un problème structurel dans nos démocraties électorales. Nous ne savons pas représenter les étrangers. Les femmes le savent. Pour arriver à changer les stéréotypes et les fantasmes que les hommes qui détenaient le pouvoir avaient sur les femmes, il a fallu obtenir le droit de vote, se battre dans les partis politiques, devenir ministre du gouvernement, changer les lois, faire accepter tout un tas de changements et finir par changer le comportement des politiciens. Une blague sexiste aujourd'hui, ça vous suit dans une carrière politique, c'est pas une bonne idée, sauf pour quelques politiciens. Mais les migrants ne votent pas. Les migrants ne se plaignent pas, ou très peu. Les migrants ne se mobilisent pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur du renvoi. La stratégie du migrant la plus fréquente, c'est « moving on », passer à autre chose. On passe l'éponge, on passe... Je n'ai pas été payé pendant 6 mois, tant pis, je ne vais pas me battre, je trouve un autre emploi et je renvoie de l'argent à la maison. Et ça pose un problème. Les politiciens fonctionnent, nos politiciens, dans le meilleur système qu'on ait jamais inventé pour se gouverner, les politiciens fonctionnent à l'incitatif électoral. S'il n'y a pas d'incitatif électoral, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Et il n'y a pas d'incitatif électoral à dire du bien des migrants. On se rend compte qu'il y a un incitatif électoral à dire du mal des migrants. Et donc on n'a pas le débat politique que, par exemple, le féminisme a produit, dans lequel il y a des partis qui ont trouvé un intérêt politique à défendre des positions féministes. Ça n'existe pas pour les migrants, ça n'existera pas dans un avenir prévisible. Et donc on a des discours politiques qui sont parfaitement irresponsables, qui ressemblent beaucoup aux discours que les hommes avaient sur les femmes il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'on peut dire n'importe quoi, et que ça fait rigoler. Jean-Marie Le Pen a pu dire 2 millions d'immigrés, 2 millions de chômeurs, ce qui est une absurdité au plan économique, toutes les études le démontrent, mais c'est encore quelque chose
Vous interrogez sur le trottoir les gens, beaucoup de gens vont vous dire « Ah oui, ils volent des emplois ». On présume les migrants responsables du chômage, de l'augmentation de l'insécurité, des maladies. On utilise un langage liquide, en français, en anglais, flux, vague, marée, tsunami, s'infiltrer, endiguer, il y a plein de mots comme ça. Vous pouvez les prendre en anglais également, il y en a encore plus. On les présente comme une masse uniforme, menaçante, jamais comme des individus. Et ça, les femmes, encore une fois, le mouvement féministe le sait, c'est la grande leçon du mouvement des droits de l'homme, c'est l'individualisation. C'est pas les femmes conduisent mal, c'est Jeanne conduit mal et Manuel conduit très bien, par exemple. Hein, c'est ça, c'est l'individualisation. Même chose pour les gays et lesbiennes, même chose pour les minorités, même chose pour les détenus. Pour les migrants, on fait encore des blagues sur les migrants. Et on trouve ça très drôle. Pourtant, les migrants ont des droits, ils ont même exactement les mêmes droits que nous. Si on parle du droit international des droits de l'homme, ils ont exactement les mêmes droits que nous, dans le droit international des droits de l'homme, sauf deux. Le droit d'entrer et de rester dans le pays, le droit de voter et d'être élu. Tous les autres droits appartiennent à tout le monde. Everyone, chacun. Y compris le droit à l'égalité et l'interdiction de la discrimination. Toute distinction fondée sur la nationalité ou le statut migratoire doit être justifiée. On ne peut pas dire « Ah ben c'est différent parce que eux c'est des migrants ». Ça ne suffit pas, ce n'est pas une justification. Et l'expulsion et la détention sont possibles si on est capable de les justifier. Le problème, ça a été mentionné beaucoup plus éloquemment dans le film, le problème c'est la prohibition. C'est ce que nous vivons depuis 30 ans. Nous vivons dans un régime migratoire prohibitif. Et la prohibition fait partie du problème, pas de la solution. La prohibition crée le marché des passeurs. Si vous avez des push factors, des pull factors, il y a un mouvement. Si vous mettez une barrière entre les deux, le mouvement se fait dans le souterrain. Vous créez le marché des passeurs. On le connaît dans l'histoire, c'est toute l'histoire de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, qui a enrichi des familles montréalaises. C'est toute l'histoire de la war on drugs. 40 ans de war on drugs et les cartels sont toujours aussi forts. Ça ne marche pas. Il faut légaliser, c'est ce que les Américains ont compris dans les années 30, il faut légaliser, réglementer et taxer. C'est un petit peu ce qui a été proposé ici, dans le film. Lutter contre les passeurs, il faut le faire, parce que beaucoup de ces passeurs sont en effet des criminels. Mais je me rappelle toujours de la phrase du Conseil canadien pour les réfugiés, je vous l'ai dit en anglais parce qu'elle était écrite en anglais, « Smuggling is a nasty business, but it saves lives ». Des milliers de réfugiés sur la planète remercient tous les soirs les passeurs qui les ont fait passer pour un prix parfois énorme, mais qui les ont fait passer, qui les ont sauvés, qui leur ont permis d'avoir une famille, des enfants, et ça fait partie maintenant du folklore familial. On essaye d'externaliser les politiques de contrôle migratoire dans des pays voisins. Ça a d'énormes limites. Ces pays-là ne sont pas très intéressés à faire ce genre de travail. La Turquie vient d'accepter un accord. J'ai hâte de voir comment il va être mis en œuvre. J'ai hâte de voir combien de temps il va être mis en œuvre. Pas du tout sûr que la Turquie soit capable de le mettre en œuvre et que ça va fonctionner. Je ne vois pas l'intérêt de la Turquie là-dedans, à part d'obtenir la libéralisation de visa et peut-être l'entrée dans l'Union européenne. Il faut changer les mentalités. La souveraineté territoriale, ce n'est pas vraiment le pouvoir de stopper les gens à la frontière. Ça ne s'est jamais vraiment fait, vous le disiez, les frontières sont poreuses, les frontières démocratiques encore plus. Mais ce serait le pouvoir de savoir qui passe la frontière. Et ça a été très bien dit dans le film, il faut pouvoir aller voir le garde-frontière et lui présenter des papiers. Il faut accepter que les migrants viendront et que c'est beaucoup mieux d'organiser ce déplacement que de le subir, que d'essayer d'y résister et d'y résister très mal comme on le fait depuis une trentaine d'années. Il faut offrir aux migrants et aux réfugiés les solutions de mobilité dont ils ont besoin et qui sont offertes aujourd'hui par les passeurs. Il faut reprendre aux passeurs le marché de la mobilité. Pour les réfugiés, ça signifie quoi? C'est ce que j'ai proposé aux Européens, Mme Pernou l'a mentionné tout à l'heure. Pour les réfugiés, ça signifie des programmes de réétablissement. Exactement ce qu'on a fait pour les Indochinois. Si on fait rentrer, si l'Europe avait, dès 2012, fait rentrer 1 demi-million de migrants, de réfugiés syriens par année, bien distribués entre les 28 pays, et on pourrait ajouter à ça Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, les chiffres sont relativement faibles pour chaque pays. Si on prend uniquement la population comme facteur de répartition, 80 000 migrants par année ou réfugiés par année pour l'Allemagne, 7 000 pour la Suisse, c'est des chiffres parfaitement gérables.
sur plusieurs années, on aurait répondu à la problématique syrienne. On ne l'a pas fait et on s'étonne que ces gens-là viennent. Nous viendrions si nous étions à leur place. On voudrait nous aussi offrir un avenir à nos enfants. Et c'est là où ces programmes de rétablissement sont importants, parce qu'ils créent une mobilité organisée, contrôlée, gérée, qui est la meilleure réponse qu'on puisse faire au discours nationaliste populiste d'exclusion. On leur montre qu'on est capable de gérer ça, qu'on est capable de l'organiser, que ce n'est pas le chaos sur la plage, comme on l'a vu depuis 2 ans. Ce qui suscite évidemment des réactions de rejet. Pour les migrants, j'ai été heureux que ça soit présenté dans le film, que je n'avais pas vu avant de venir, il faut permettre aux migrants de venir chercher un travail, de venir voir s'il y a du travail pour eux. Ça a été la manière dont l'Europe a géré ça pendant des années. Tout l'après-guerre, il y avait des dispenses de visa pour presque tout le monde. Des millions de Nord-Africains, de Turcs sont rentrés en Europe, ont trouvé des emplois, ont transformé leur visa ou leur dispense de visa en permis de travail et sont devenus des Européens, eux et leurs enfants et leurs petits-enfants. L'intégration ne s'est pas très bien faite parce que l'Europe n'a pas su bien investir dans l'intégration, mais ces gens-là sont devenus européens. Et l'objectif, c'est cette libre circulation contrôlée qui a été mentionnée dans le film. Il faut laisser les employeurs et les travailleurs se rencontrer sur un marché ouvert. C'est ce que nous voulons à l'intérieur de nos pays, c'est ce que l'Europe a voulu sur son territoire européen. C'est la meilleure manière de répondre aux besoins d'emploi et de faire en sorte que les compétences rencontrent les besoins d'emploi. Et ça a des conséquences tout à fait importantes. Réduire l'exploitation des migrants, augmenter les renvois d'argent, réduire considérablement le coût de l'appareil sécuritaire, faciliter l'application du droit du travail, de la syndicalisation, toutes choses que l'on considère plutôt bonnes. Mais il y a une condition clé dont on parle très peu, et je reviens à mes premières slides. Il faut réduire les marchés clandestins du travail. Nous avons laissé fleurir depuis 30 ans des marchés clandestins du travail au Canada, en Suisse, en France et ailleurs, dans des zones, dans des domaines qu'on ne pouvait pas délocaliser. Et on peut vivre dans l'exploitation, dans le souterrain, dans la clandestinité dans nos pays. Si nous nous attaquions aux employeurs qui créent cette situation, si nous avions des inspections du travail qui seraient chargées de véritablement faire un nettoyage et de faire payer aux employeurs le véritable coût du travail, eh bien, il n'y aurait pas moyen de vivre dans le souterrain, il n'y aurait pas de souterrain. Et les migrants passeraient, viendraient voir s'il y a du travail et passeraient à d'autres marchés du travail. C'est ce qui se faisait dans les années 50, dans les années 60. Des millions de gens ont traversé la Méditerranée, personne n'est mort, il n'y avait pas de passeurs. Et il faut se donner le temps de ça. Ça ne se fait pas, comme on dit au Québec, en criant ciseaux. Ça se fait sur le temps d'une génération. Ça peut se faire sur 10 ans, sur 15 ans. Mais si on s'en donne l'objectif et qu'on se dit que d'ici 5 ans, on va avoir tel type de visa, 5 ans plus tard, on va essayer de les multiplier par 10, etc., on va avoir des accords de libéralisation de visa, de facilitation de visa, on va les multiplier de manière à augmenter cette circulation et cette mobilité, on peut parfaitement y arriver et y arriver de façon organisée. Ça rétablirait la confiance du public dans une migration. Pour ça, il faut reconnaître que la mobilité et la diversité sont des atouts, sont déjà des caractéristiques de nos sociétés, et que ça va s'accentuer, que ça fera partie de la vie, que c'est déjà partie de la vie aujourd'hui, et que ça fera encore plus partie de la vie demain. Mais on a besoin de courage politique, et nous avons cet obstacle structurel de nos démocraties électorales auquel il va falloir réfléchir. Nos politiciens manquent de courage, pas par faute morale, personnelle, mais parce que le système joue contre eux. Il va falloir développer un discours centriste, droite et gauche, pro-mobilité, pro-diversité, et on voit un peu ça dans ce que la Suède et l'Allemagne ont essayé de faire depuis 4-5 ans, avec difficulté, et qui n'ont pas été suivis. Avoir des principes, une attitude pragmatique, un focus sur l'intégration, travailler avec la société civile, changer le discours, la terminologie, et travailler avec la communauté des affaires. La communauté des affaires, elle est tout à fait pour la mobilité et la diversité, mais elle déteste la controverse politique qui peut abîmer la marque, le branding. Et or, la migration est un sujet politique toxique, donc on ne les entend pas trop. Mais il y a eu de très bons rapports de la communauté des affaires allemandes, des fondations allemandes, Siemens, Volkswagen, sur les besoins de main-d'œuvre de l'Allemagne et sur la nécessité d'ouvrir les frontières. Et Angela Merkel a entre autres répondu à cela. Ce que je crains, et je termine là-dessus,
c'est que plus nous résistons, plus nous encourageons le discours xénophobe, plus nous facilitons le discours xénophobe. Et moi, je crains vraiment profondément un dérapage d'extrême droite. Je crois qu'on pourrait voir d'ici 2-3 ans un nombre substantiel de gouvernements européens gouvernés par des coalitions de droite et d'extrême droite. Et nous mettrons une génération, une demi-génération à payer le prix de ce genre de réponse. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais je commence à être inquiet parce que je ne vois pas de réaction centriste avec l'ouverture d'un discours qui permette aux citoyens de se dire que la migration, au fond, c'est une bonne chose. Je vous remercie. Merci beaucoup à François Crépeau. Vous remonterez sur l'estrade tout à l'heure, bien sûr, pour répondre aux questions que vous aurez envie de lui poser. Il y en aura sûrement de nombreuses parce que le discours est très riche. Alors maintenant, Étienne Piguet, c'est à vous, vous qui observez attentivement les flux migratoires. La situation est extraordinairement complexe, vous le disiez. Elle provoque différentes tensions dont vous allez nous parler maintenant. Il se répandit en Suisse une sorte d'alarme au sujet de sa population, où l'on déplorait la décadence de l'industrie, des arts, de l'agriculture, et où l'on annonçait le danger imminent de manquer de bras. On s'occupait à chercher des remèdes à ce mal, tels que de faire venir du dehors des sages-femmes, d'arrêter l'émigration et d'encourager les étrangers à venir dans le pays. Cette citation ne date pas du 9 février 2014, elle est de 1798, et on la doit à Thomas Malthus, qui considérait la Suisse comme un extraordinaire laboratoire démographique. Et c'est parce que moi aussi je crois que c'est un extraordinaire laboratoire démographique au prisme de la Suisse que j'aimerais vous donner quelques considérations relatives aux migrations en 4 parties. D'abord, un petit ordre de grandeur sur la situation des migrations, comparaison historique et internationale. Et puis ensuite, venir à 3 tensions que j'appelle, faute de mieux, économiques, démographiques et sociologiques, pour essayer de vous convaincre que la question des migrations, en fait, c'est assez compliqué pour trouver les bonnes politiques. Alors, commençons peut-être par un ordre de grandeur. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le solde migratoire de la Suisse de 1860 à 2015. Lorsque vous avez un chiffre ici comme 90 000, c'est que durant l'année considérée, 90 000 personnes de plus sont arrivées qu'il n'en est parti. Alors, ce graphique nous permet 3 observations pour limiter au temps disponible. D'abord, la migration est une vieille histoire en Suisse. Au début du XXe siècle, on avait une migration déjà relativement forte par rapport à la population de l'époque. Ensuite, les records migratoires, eh bien, pour l'instant, ils sont derrière nous. C'est dans les années 60 que nous avons atteint plus de 100 000 arrivées durant l'année. Mais néanmoins, 3e constat, depuis quelques années, plus précisément depuis les accords de libre circulation avec l'Union européenne, nous avons eu successivement des soldes migratoires tout de même remarquablement élevés en perspective historique et aussi en perspective internationale. Grosso modo, on a ici 1% de la population chaque année qui arrive en Suisse. En d'autres termes, un taux de migration nette de 1%. À titre de comparaison, ce taux au cours de la dernière décennie était de 0,3% aux États-Unis, de 0,8% au Canada, des autres grands pays d'immigration du monde, de 0,1% en France, malgré toutes les discussions politiques suscitées par la migration, de 0,4% en Italie, de 0,2% en Allemagne, un chiffre qui pour l'Allemagne devrait être corrigé si on prenait 2015, puisqu'en 2015, le chiffre a atteint le 1% que connaît la Suisse avec l'accueil de centaines de milliers de réfugiés. Donc voilà un ordre de grandeur dont il faut finalement tirer la conclusion que nous ne sommes pas actuellement du tout, ni en Suisse ni d'ailleurs en Europe, il faut le dire, soumis à une vague de migration hors de proportion historique. Pas du tout, mais néanmoins, nous sommes actuellement dans des périodes de migration fortes. Et c'est à ces migrations fortes
que nous devons répondre par les bonnes politiques. Les politiques qui, comme je l'ai dit déjà, sont assez difficiles à définir en raison des tensions inhérentes au processus migratoire. Le win-win-win qui a été évoqué tout à l'heure est finalement assez difficile à atteindre. Sur le plan économique, les bienfaits d'ensemble de la migration sont absolument incontestables. Et la Suisse, à cet égard, est un formidable exemple. Nous avons en Suisse, avec l'accord de libre circulation des personnes, augmenté notre PIB de 2% selon l'OCDE. 2%, ça peut vous paraître faible à première vue, mais c'est énorme. Augmenter de 2% le PIB d'un pays par la seule migration, c'est extraordinaire. Ce que vous avez ici en pourcentage, c'est une toute autre statistique. Ce sont les chiffres des heures de travail réalisées en Suisse en fonction de la nationalité. 53% des heures de travail en Suisse dans l'hôtellerie et restauration sont effectuées par des étrangers. 41% dans la construction et l'industrie, 34% dans le commerce, les loisirs, les sciences. L'économie suisse, il faut le répéter, vit de l'immigration. Donc, un succès d'ensemble qui est incontestable. Mais dans le même temps, et c'est bien de tension que je vous parle ici, la théorie économique nous dit que les bienfaits de l'immigration sont inégalement répartis. Si vous êtes patron d'une usine, il est incontestable qu'avoir une offre de travail plus abondante est une bonne chose pour vous. Si vous êtes l'employé de cette usine, les choses sont un petit peu moins claires. Et la pression sur les salaires est inhérente au processus d'augmentation d'une population. Ce qui nous mène à la nécessité incontournable de définir des mesures de protection pour la main-d'œuvre préalablement résidente dans un pays. Faute de quoi, immanquablement, cette main-d'œuvre résidente va voir la migration comme une mauvaise chose, même si à l'échelle du pays tout entier, elle est un bienfait. En Suisse, nous avons, avec les mesures d'accompagnement de l'accord de libre circulation, tenté de répondre à cette question d'une manière qui, semble-t-il, n'a pas suffi à la population. Il s'agit désormais de trouver une réponse améliorée. Voici donc une première tension, mais aussi, vous l'avez vu, un premier bienfait de l'immigration à l'échelle d'ensemble. Un second bienfait, c'est l'aspect démographique. Nos sociétés ne se renouvellent plus, le nombre d'enfants par femme en Suisse est d'1,5, c'est d'ailleurs exactement le même chiffre que dans l'Union européenne dans son ensemble. Ce n'est évidemment pas suffisant, la migration contribue à éviter un déclin de population. Souvent, l'argument s'arrête là. Malheureusement, ce que nous disent les démographes, c'est que, et c'est là la tension à nouveau, le déclin, la migration a peu d'effet, en fin de compte, sur le vieillissement, proprement dit. Elle en a un, certes, mais il est peut-être pas aussi important qu'on le croit à première vue. Actuellement, en Suisse, pour 100 personnes de 20 à 64 ans, 29 ont 65 ans et plus. C'est ce qu'on appelle le taux de dépendance des personnes âgées. Sans aucune migration, en 2045, ce taux de dépendance sera de 57%. Mais avec une migration déjà relativement considérable de 40 000 personnes, le progrès ne sera que de quelques pourcents. Il y a progrès, c'est donc une bonne chose, mais il n'est pas la recette magique que certains espèrent. Avec 80 000, on atteindrait 46%, là aussi, une très bonne chose, mais encore une fois, la migration n'est pas la réponse au vieillissement de la population, ou tout au moins n'est pas la seule réponse. A fortiori, parce qu'en fin de compte, et c'est là la véritable tension, c'est le marché du travail qui apporte la réponse au vieillissement. Si une migration débouche sur un rajeunissement démographique de chômeurs, le transfert de ressources espérées à travers ce rajeunissement n'est pas atteint. Et de ce point de vue-là, en fin de compte, la question que nous devons nous poser, c'est celle des taux d'occupation et c'est celle aussi de l'adéquation des migrants aux emplois futurs ou des emplois futurs aux migrants. C'est le grand défi actuel de l'Allemagne. L'Allemagne a fait un pari démographique et aussi un geste humanitaire extraordinaire, mais un pari démographique aussi, en accueillant des centaines de milliers de réfugiés. Ce pari va être réussi si
on arrive à fournir du travail, à intégrer ces personnes sur le marché du travail suffisamment rapidement. Et là, il faut comprendre que des pays qui connaissent des taux de chômage relativement plus élevés que l'Allemagne rechignent parfois à des clés de répartition qui leur sont imposées en matière de migration. Voilà donc pour la deuxième tension. Je termine par la troisième, qui est peut-être la plus provocante, intellectuellement parlant, et c'est celle qui se fonde sur le constat, ma foi, documenté empiriquement de manière assez solide, selon laquelle l'ouverture en termes de nombre de migrants est souvent assortie d'une fermeture en termes de droits et vice-versa. L'exemple de la Suisse est assez parlant, finalement. Nous avons été les plus ouverts pour les saisonniers, avec 250 000 entrées par année dans les années 60, mais ces derniers avaient un minimum de droits, n'avaient pas de droit au regroupement familial, n'avaient pas de droit au choix de l'emploi, n'avaient pas de droit à un permis de séjour durable. Heureusement, nous avons abandonné cette politique, mais en même temps, nous avons en partie fermé nos frontières. Dans le domaine humanitaire, hélas, le raisonnement peut être un peu similaire. Si nous avons pu accueillir les Bosniaques au début des années 90 et les Kosovars dans les années 2000, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont bénéficié d'admissions provisoires, qu'ils ont été ensuite rapatriés dans leur pays. Aujourd'hui, c'est vrai, si nous voulons octroyer à tous un statut plein et entier de réfugiés, peut-être y aura-t-il plus de réticence à accueillir autant de monde. C'est une véritable tension. Il faut la voir en face plutôt que la nier, un dilemme cornélien pour la migration économique, établissement versus séjour temporaire, pour la migration humanitaire, protection provisoire versus statut de réfugié. Conclusion, puisque j'arrive au bout de mon temps, eh bien, elle est très courte. La migration, finalement, est une chance. J'en suis absolument certain, mais c'est une chance sous condition. Elle réclame des politiques, elle réclame que les tensions soient résorbées, elle réclame un débat public et peut-être parfois des controverses et des disputes. Je vous remercie beaucoup. Venez avec moi. Vous voulez bien rester là, s'il vous plaît, passez seulement. Merci. Merci à Étienne Pillet. L'heure est venue de vous céder la parole. On va se donner une bonne dizaine de minutes pour que vous puissiez poser des questions d'ordre général avant que nous passions aux recommandations qui seront quand même un moment important de cette dispute. Je vous prierai, puisque nous n'avons pas 3 jours ni 3 heures à passer ensemble, malheureusement, d'être relativement concis et de bien vouloir vous présenter. Donc, la parole est à vous et j'espère que les micros que vous avez devant vous fonctionneront. Qui souhaite poser une première question ? Madame ou monsieur, il y a des micros qui vont se promener vers vous et dès qu'une main se lève, nous accourrons. Madame. Tomader Gohar from Citizens for Peace Building. I noticed that there is a deliberate mix between the status of refugee and the status of a migrant, which you have slightly passed on, and I think it's based, it's based mainly for a political reason. And I think if Europe has defined or managed to separate both the definition of a refugee and the definition of a migrant, the situation would be much easier to handle. Merci pour votre question. Pas de traduction peut-être pour l'instant, mais M. Crépeau pourra répondre et on verra si M. Pillet veut le faire. Donc le mélange entre les deux statuts, réfugiés et migrants économiques. À vous. Oui, allez-y. Je dois répondre dans la langue de la question ou en français? Vous comprenez le français ou les deux? Peut-être alors en français. La langue, yeah, très bien. La distinction doit être faite au plan des statuts juridiques entre de nombreuses personnes. Si on prend la protection des droits de l'homme en général, le droit international des droits de l'homme, il s'applique à tout le monde, et à tous les migrants, et à tous les réfugiés.
Et on prend les grandes conventions droits de l'homme en général. Et dans ce paysage droits de l'homme, il y a toute une série de statuts particuliers. Il y a le statut de l'enfant, pour lequel il y a des protections particulières. Il y a le statut des personnes handicapées, pour lequel il y a un statut particulier. Il y a les réfugiés, qui ont un statut aussi particulier. Il faut remarquer que les réfugiés sont souvent mieux protégés par le droit international des droits de l'homme que par le droit des réfugiés. Le principe de non-refoulement est meilleur dans la Convention contre la torture que dans la Convention sur les réfugiés. Le droit à l'enseignement, à l'éducation, est meilleur dans la Convention sur les droits de l'enfant que dans la Convention sur les réfugiés. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de voir qu'il y a une commune protection des droits de tous les étrangers, quels qu'ils soient, et qu'il y a, pour certains étrangers, des protections particulières. Monsieur Piguet ? Je suis partisan d'une distinction aussi forte que possible entre la problématique des réfugiés et la problématique des migrants. C'est pour ça que je vois avec un certain scepticisme les propositions consistant à ouvrir des voies alternatives semi-économiques dans l'espoir que ça pourrait décharger la question de l'asile. Actuellement, les personnes qui demandent l'asile en Europe sont dans la très grande majorité effectivement des personnes qui fuient la violence et qui fuient des situations de guerre. Donc la réponse pour ces personnes n'est pas de les transformer en des migrants économiques. Il faut régler la question des réfugiés pour ce qu'elle est, une problématique humanitaire, trouver des bonnes voies d'accès économique pour l'intérêt des pays d'accueil, principalement en matière économique. Ceci dit, ce n'est pas si facile, parce qu'on a aussi des situations mixtes, on a aussi des personnes qui fuient des situations de pauvreté extrême et de violence politique, et là, il faut trouver des réponses adéquates, et là, peut-être que des modèles novateurs sont à proposer. Mais pour la majorité des réfugiés, je crois que c'est une problématique humanitaire avant tout. Très bien, je crois qu'on vous a répondu. Une question ici, en tout cas... Peut-être, et puis j'ai repéré deux mains qui se lèvent là-bas, et je ne vous oublierai pas, c'est promis. Vous voulez, il y avait une question là ? Alors, allez-y, madame, après on descendra ici, si vous voulez bien. C'est monsieur. Veuillez vous présenter, merci. Bonsoir. Je m'appelle Manal Garik et je suis à l'école diplomatique de Genève. Et en fait, sur l'immigration, en fait, moi je trouve que c'est... Bon, oui, c'est une bonne chose. Je suis d'accord avec les présenteurs que c'est... Oui, parce que les gens qui fuient qui veulent un meilleur vie économique, ben, ils ont droit à ça. Et je suis pas pour qu'on ferme les frontières à fond. Mais... à propos du droit d'asile, en fait, j'aimerais juste faire une remarque sur ça, c'est que si les gens disent que oui, on vient pour chercher de l'asile, ben, il faut être vraiment pour ça, on peut pas, et pas pour faire d'autres choses, parce qu'on sait bien que malheureusement, je ne fais pas l'amalgame, mais le droit d'asile fait l'objet d'un grand nombre d'abus, mais qui doit essayer d'arrêter. Aussi... dernière chose... on va peut-être s'arrêter là, monsieur, parce qu'il y a plusieurs questions, si vous voulez bien. Donc, la question que vous soulevez, c'est l'abus sur le droit d'asile. Il y a peut-être Et comment est-ce qu'on peut arrêter ça ? Voilà, d'accord. Une remarque, monsieur Crépeau ? Énormément de migrants aux États-Unis au 19e et au 20e siècle auraient pu se qualifier comme réfugiés et sont rentrés comme migrants parce qu'on ouvrait les portes autrement. Aujourd'hui, on a un système de protection des réfugiés et on a fermé les portes de beaucoup de voies d'entrée migratoire, particulièrement pour les gens à bas salaire. Et donc, on s'étonne que, ça a été mentionné dans le film, que les gens utilisent le statut de réfugié, la voie d'entrée du statut de réfugié, qui est la seule voie ouverte. Une des manières de mieux répondre aux besoins humanitaires des réfugiés, c'est entre autres d'ouvrir des voies d'entrée légales pour la migration dont nous avons besoin, haut salaire, moyen salaire, bas salaire, de manière à ce que ceux qui veulent rentrer et qui n'ont pas besoin de protection rentrent comme immigrants et ne demandent pas le statut de réfugié. L'autre réponse à cela, c'est ce que j'ai proposé dans les premières slides, c'est d'avoir des programmes de réétablissement directement des pays de transit. On accorde donc le statut de réfugié directement en Jordanie, au Liban, en Turquie par exemple, et on n'engorge pas les processus de détermination du statut de réfugié dans les pays d'accueil.
Et en faisant cela, on a une régulation beaucoup plus efficace de la migration et des réfugiés. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Piguet ? Bon, je pense qu'on a une petite nuance d'interprétation ici. Moi, je pense qu'en tout cas, dans les pays d'Europe et dans le cas de la Suisse, encore une fois, la distinction vrai-faux réfugié n'est plus valide. C'est-à-dire que nous avons effectivement, de manière anecdotique, un certain nombre de personnes qui n'ont rien à faire dans la procédure d'asile, mais la plupart des personnes qui y sont ont de très bonnes raisons d'y être. Par contre, la réponse, on ne l'a pas trouvée, puisque la réponse ne peut peut-être pas consister en l'octroi du statut de réfugié à tous, tout simplement parce qu'alors on se repose sur la difficulté du voyage pour limiter le nombre de populations concernées. Donc on va accorder l'asile aux Syriens, mais pas aux Burundais, parce que depuis le Burundi, les 250 000 personnes qui se sont déplacées n'ont pas la possibilité de venir en Suisse. Donc là, il y a un véritable problème avec l'actuelle politique d'asile. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de vrais-faux réfugiés. Et le risque de penser que la solution, c'est des voies alternatives d'immigration économique, c'est d'entériner finalement l'existence de nombreux faux réfugiés à laquelle, encore une fois, je ne crois pas vraiment. D'accord. Une question ici, on passera à vous après. Voilà. Oui. Madame, vous êtes madame ? Laetitia Van Haren, je suis anthropologue culturelle. Alors, j'ai quelques questions. D'abord, est-ce qu'on peut vraiment... On s'arrêtera à une pour que d'autres personnes aient la parole, si vous voulez bien. Oui, mais c'est combiné, c'est ensemble, pardon. Allez-y. Donc, bon, ça me perd quand même, ça me fait perdre mon temps. Mais... Il y a je voulais vous demander la réciprocité. En ce moment, l'Afrique a des économies qui grandissent, qui croissent, tandis que nos économies ne croissent pas. Je connais beaucoup de gens, parce que j'ai travaillé pendant 30 ans dans plusieurs pays d'Afrique, je connais beaucoup de jeunes qui sont issus d'immigration, qui se sont mariés avec quelqu'un du pays, la Suisse, la France, qui ont voulu retourner et établir une petite entreprise là-bas, qui se sont fait tellement, enfin, excusez-moi le mot, emmerdés par les autorités partout, qu'à la fin, ils ont dû abandonner. Je me demande donc si on ne pouvait pas voir cette migration de façon même plus large. On a le droit de venir ici, mais nos jeunes aussi ont bien le droit de s'installer dans les pays qu'on dit en développement et qui ont des économies quand même qui sont en train de croître. Je vous demande seulement alors de dire quelque chose sur ça. Sur la notion de réciprocité. Merci beaucoup. Monsieur Piguet, vous voulez commencer ? Je crois que ça a été évoqué dans le film sous forme d'accord migratoire. Effectivement, c'est une idée d'ajouter à un accord migratoire qui permet aux gens de venir en Suisse la réciprocité. Ça me semble tout à fait défendable. Mais encore une fois, on parle ici de migration économique. Et les deux doivent être traités séparément avec la migration humanitaire. Vous avez un deuxième micro, vous n'êtes pas obligé de vous le passer, monsieur Truffaut. Simplement, moi, il me semble que un des défauts auxquels on fait face, c'est que les politiques de développement depuis 60-70 ans ont très rarement, c'est arrivé, mais ont très rarement inclus la migration dans les facteurs. Très souvent, dans le monde du développement, on a conçu la migration comme un échec du développement et non pas comme quelque chose de normal qu'il faut intégrer aux politiques de développement, dans lequel le migrant est un facteur de développement, la migration est un facteur de développement qu'il convient de gérer, dans lequel il convient d'investir, et qui n'est pas quelque chose qui est facile, dans lequel il y a des tensions qu'il faut apprendre à gérer par des politiques adéquates. Mais tant qu'on n'intègre pas la migration dans les politiques de développement, comme on est en train très modestement de le faire dans les politiques d'adaptation au changement climatique, tant qu'on n'intègre pas la migration internationale dans ces politiques, on ne saura pas répondre à la question que vous posez. Merci. Une question ici, monsieur Posé. Voilà, vous avez le micro, c'est à vous. Merci, je suis Marco Sassoli, professeur à l'université, malheureusement pas en économie, mais j'ai une question. En économie, monsieur Piguet, vous avez sous-entendu que la migration baisse les salaires, l'employé. Or, moi, j'ai un recteur qui est économiste et qui m'a dit, mais peut-être il a tort, que simplement c'est scientifiquement faux, sauf pour une petite frange de gens bien qualifiés. Ce serait tout de même une question importante. Est-ce que les migrations baissent les salaires des gens qui sont déjà ici ? Merci. Alors, la réponse est toute simple et Yves Flukiger a fait probablement parmi les meilleures études sur ce sujet pour la Suisse et effectivement montre que dans le cas suisse, on a évité la baisse des salaires dans 95% des cas par rapport à la migration.
Comme le précisait le transparent, c'est dans un marché libre que le phénomène de la concurrence des salaires se manifeste. Et dans un marché libre, l'augmentation de l'offre de travail, immanquablement, a des conséquences. Par contre, les bénéfices de l'immigration peuvent être tels que la redistribution se fait à l'échelle de l'ensemble de la société et que finalement, les salaires, même s'ils croissent de manière différente, vont croître pour toutes les personnes concernées. Donc il y a un scénario positif. Mais on ne peut pas nier que dans certains cas, on peut avoir un scénario négatif. Et c'est pour ça, et c'est ça ma conclusion. Ma conclusion n'est pas qu'il faut éviter la migration, ma conclusion est qu'il faut gérer la migration. C'est-à-dire qu'il faut développer des politiques d'accompagnement de la migration pour éviter que le marché libre débouche effectivement quand même, et ça je pense que le recteur me donnera raison, le rendement du capital soit gagnant et le rendement du travail soit perdant en cas d'augmentation de l'offre de travail à capital constant. Une dernière question avant que nous passions à la deuxième phase. Monsieur, vous avez levé la main il y a longtemps. Ce sera à vous. Merci, Dario Siprut. Double casquette aujourd'hui, celle d'un défenseur de droits d'expression politique pour les étrangers en Suisse. Et la deuxième casquette, c'est être partisan de la sauvegarde du droit d'asile qui est très menacée par une prochaine votation. Mais ce n'est pas le propos, je vais poser une seule question, volontiers, quand j'ai bien compris. Et ma question est terminologique, c'est-à-dire vous avez parlé des migrants comme des arrivants annuels, des nouveaux, enfin des primo-arrivants ou des néo-arrivants ou néo-sortants, mais il y a des migrants qui sont soit des clandestins qui sont ici depuis très longtemps et qui n'ont pas de statut, et une autre catégorie aussi, ce sont des gens qui sont établis ou bien qui ont un permis de longue date, qui sont parmi nous et qui sont étrangers, et comme François Crépeau l'a bien montré, ils sont également privés de décisions politiques. Et face à cela, comment est-ce qu'on appelle ces catégories? Est-ce qu'ils font toujours partie, pour vous, des migrants, ou bien est-ce que ce sont des étrangers résidents ou enfin, quelle est la terminologie que vous préconisez? Alors, réponse concrète, monsieur Crépeau peut-être, ou monsieur... Non. Très bien. Chacun. Je veux dire, il y a autant de définitions de migrants qu'il y a d'institutions des Nations Unies. L'OIT en a une, l'OIM en a une, qui n'est pas des Nations Unies d'ailleurs, le Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, le Haut-Commissaire aux réfugiés. Un migrant, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son pays d'origine, dans son pays de nationalité, de citoyenneté. Donc j'ai une belle-mère allemande qui habite près de Nyon depuis 1970 et qui n'a jamais pris la nationalité suisse. Et je pense qu'elle se définit comme migrante elle-même. Les clandestins qui sont là depuis 30 ans sont des migrants, c'est sûr. Les gens qui sont... Ma mère, qui est française d'origine et qui habite le Canada depuis 1959, elle est citoyenne canadienne depuis très longtemps, mais elle ne comprend toujours pas son garagiste. Et donc, elle se sent migrante, bien souvent, dans la vie courante. Et donc, il y a la définition juridique du migrant, et puis ensuite, il y a la définition sociologique, la définition des perceptions. Juridiquement, émigrant, celui qui n'a pas la nationalité. Il y a 24%, je crois, de la population suisse qui n'a pas la nationalité suisse. Vous ajouter, monsieur Piguet? Non, très bien. Alors, on va passer à la phase interactive de cette dispute, puisque vous allez pouvoir découvrir, commenter et amender 4 recommandations très concrètes, des recommandations sur la gouvernance des migrations, qui s'adressent à la Suisse, mais pas seulement, elles peuvent s'adresser à l'ensemble des pays, puisqu'elles reposent sur des principes fondamentaux. Je vous résume rapidement l'introduction de ces recommandations que vous allez pouvoir voir sur ce grand écran, les unes après les autres. L'introduction est celle-ci. La Suisse doit pouvoir définir une politique migratoire proactive. Les politiques répressives ne sont pas une fatalité, puisque l'immigration peut être bénéfique pour absolument tout le monde. Alors voici la première recommandation. L'immigration a des fins professionnelles. Est-ce que la technique peut nous l'envoyer? Non. Le monsieur de la technique accourt. Je vous laisse la place. Ce sera pour la suivante. Alors, la première, voilà. La deuxième, voilà. Attendez, monsieur, ne partez pas parce que ça ne marche pas.
Là, j'aimerais bien arriver sur la première, s'il vous plaît, des 4 recommandations. Un coup à droite. Voilà, c'est parfait. C'est bon. Ouais. Alors, on va y aller comme ça. Vous pouvez la découvrir en même temps, mais je vais vous la lire rapidement. L'immigration à des fins professionnelles doit tenir compte des besoins économiques des pays et des entreprises, favoriser le renouvellement démographique. L'objectif, c'est le maintien de la population active à son niveau actuel. Elle est fondée sur l'accès au marché du travail et sur les règles de libre circulation des personnes dans le cadre de l'Union européenne, mais peut aussi concerner d'autres pays. La gestion des flux est adaptée à la situation économique d'entente avec les partenaires sociaux. La Suisse exerce sa souveraineté dans la négociation internationale sur la régulation des flux et dispose d'une clause de sauvegarde ultime. Alors, la parole est à vous. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce qu'il y a des oppositions, des questions? Une première question ici, si vous voulez bien. Il y en aura une deuxième ici. Le micro pour monsieur, si vous voulez. Merci. Et puis, je vous demanderai ensuite de voter pour voir si cette recommandation, amendée ou non, emporte une majorité des voix ou pas. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Mon nom est Frédéric Davance. Je suis interpellé par la partie « La gestion des flux est adaptée à la situation économique d'entente avec les partenaires sociaux ». Et ça résonne avec une phrase que vous avez dit un peu avant, qui consistait à dire qu'il faut une protection de la main-d'œuvre résidente. Si vous associez les deux phrases, vous arrivez à une idée qui est un peu un marché du travail à 2 vitesses, qui correspond à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque vous avez le travail au noir qu'on connaît à Genève dans toutes les femmes de ménage. Enfin, je ne veux pas dire ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité dans d'autres pays, mais est-ce que ça peut être une réalité en démocratie? Ça me semble un peu... Vous étiez monsieur? D'avance. D'accord. Alors, monsieur Piguet? Alors, peut-être une précision. Donc, ces recommandations ne sont ni celles de François Crépeau, ni de moi-même. Ce sont simplement des propositions pour faire débat. Donc, nous sommes probablement en désaccord avec certains des éléments, l'un et l'autre, qui figurent dans ces propositions. Ceci dit, pour répondre à votre question, je ne crois pas que ce soit ça qui soit proposé ici, parce que c'est tout simplement ce qui est pratiqué par la Suisse dans les mesures d'accompagnement, à savoir non pas un marché du travail à 2 vitesses avec des salaires différents, mais bien au contraire, une protection à travers l'exigence d'un salaire identique. Et c'est là la subtilité de tout le débat sur les mesures d'accompagnement, parce que finalement, il s'agit de protéger les migrants contre les employeurs, mais aussi d'enlever aux migrants le droit de se satisfaire du salaire qu'ils auraient reçu dans leur pays d'origine, à savoir un salaire espagnol pour un Espagnol. Donc, les mesures d'accompagnement, de ce point de vue-là, sont un instrument qui, certes, protège la main-d'œuvre résidente, mais en même temps garantit le maintien d'un niveau de salaire qui correspond au salaire usuel de la zone d'arrivée. Quelque chose à ajouter, monsieur Crépeau? Simplement que, pour reprendre l'exemple de la femme de ménage, mais on peut parler du travailleur de la construction, on peut parler du travailleur agricole, il reste que les clauses de sauvegarde qui ont été imposées par l'Union européenne pour les citoyens de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux migrants de l'extérieur de l'Union européenne. Et nous avons, dans nos pays, une main-d'œuvre exploitable, corvéable à merci, qui se compte par millions en Europe, et par millions probablement au Canada aussi, et qui n'est pas protégée, qui accepte des salaires d'exploitation parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et nous en sommes, nous les consommateurs, très heureux parce que nos tomates italiennes ne coûtent pas cher quand on fait la sauce en octobre. Et les employeurs sont très heureux parce que ça leur coûte beaucoup moins cher et qu'ils nous vendent les tomates pas chères. Et les migrants ne se plaignent pas. Donc pourquoi est-ce qu'on interviendrait? Et là, on a un problème de capacité de créer un débat politique sur la fin de l'exploitation au travail, qui pourtant est une réalité considérable, mais bien cachée dans nos pays. Merci. On reste sur cette première recommandation. Une question là, question, et après, madame, je vous ai aperçu, ce sera à vous après. Oui? Oui, je ne comprends pas ce qu'on veut dire par la dernière phrase. La Suisse exerce sa souveraineté dans la négociation internationale sur la régulation des flux. Y a-t-il la moindre négociation dans laquelle les États n'exercent pas leur souveraineté? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'on veut insister sur le fait... Je ne comprends pas ce qu'est l'esprit de cette formulation, si ce n'est provoquer un débat sur ce qu'est la souveraineté. Oui. Étienne Piguet?
Alors, il s'agit là d'une référence directe à la situation des accords de libre circulation. Les accords de libre circulation avec l'Union européenne prévoyaient la fin de toute forme de limitation après un certain délai. Et la seule clause de sauvegarde était bilatérale, dans le sens qu'il fallait l'accord des deux parties pour mettre en place des freins à l'immigration. Donc on avait une situation de fait de perte de souveraineté assez substantielle, qui était acceptée par la Suisse pour de très bonnes raisons. Ici, la proposition, encore une fois qui n'est pas la mienne, c'est d'aller dans la direction d'une clause de sauvegarde ultime qui serait à même de rassurer la population qui s'est montrée quelque peu inquiète un certain 9 février, tout en maintenant la possibilité d'une libre circulation tant que les choses vont bien. Et comme les choses en général en Suisse vont bien, la clause de sauvegarde pourrait être destinée à ne jamais être utilisée. Est-ce que vous retireriez la notion, parce qu'on peut amender ces recommandations, on l'a dit, est-ce que vous souhaiteriez qu'elle soit retirée, cette notion de négociation internationale, ou on laisse comme ça ? Je pense que la Suisse exerce sa souveraineté toujours, donc même même dans la situation dans laquelle que vous décrivez, de toute façon, quand on participe à une négociation internationale, de quelque façon, on est souverain. Enfin, on participe en tant que souverain. Et cette notion de souveraineté telle qu'elle est exprimée là, ou bien elle est superflue, ou bien elle appelle une certaine idéologie de la souveraineté. C'est pourquoi ce mot me... Donc je chercherai éventuellement une autre formulation. Mais c'est tout ce que je pourrais dire maintenant. D'accord. Madame, et on passera au vote ensuite, parce qu'on en a 4 comme ça. Bonjour, je suis Delia Mamon, présidente d'une ONG qui s'appelle Graines de Paix, qui développe des activités pour les enfants, y compris concernant l'immigration. Je questionne en tant qu'économiste la phrase « objectif maintien de la population active à son niveau actuel ». C'est en contradiction totale avec favoriser le renouvellement démographique, mais c'est aussi un non-sens économique, puisque plus il y a d'habitants, plus il y a de bouches à nourrir. Et je trouve que cet argument est important à mettre en valeur de point de vue marketing de l'immigration, parce qu'on oublie que ça avantage, quand on a 100 000 nouvelles personnes qui arrivent dans un pays, c'est 100 000 nouvelles bouches à nourrir, c'est-à-dire on stimule l'agriculture du pays. Et on satisfait une couche de la population qui a du mal à fonctionner aujourd'hui, qui souffre sur le plan économique. Je crois qu'on a un argument là important. Et toujours donc j'enlèverai cette clause, ou je la formulerai différemment. Et le deuxième point, c'est que en Suisse encore, on est à peu près homogène de point de vue densité de la population, mais en France, la densité de la population est très, très variable. Alors là, le Canada, c'est encore plus grand. Donc, et ça va beaucoup avantager des régions qui ont perdu leur population. La France a des zones vides. On prend le TGV Genève-Paris, c'est vide, jusqu'à Dijon, ou enfin après Bourges. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire qui vont, en fait, qui peuvent être présentées de façon positive à une population réticente. Entendu, merci. Est-ce que vous voulez ajouter un mot ? Non. Alors bon, il y a différentes... on va s'arrêter sur celle-ci parce que je pense qu'il y aura encore des réactions plus vives sur les suivantes et les recommandations suivantes. Passons au vote. Combien de personnes levez la main, celles qui seraient favorables, qui seraient pour cette recommandation. Ensuite, on verra celles qui seraient contre et celles qui s'abstiendraient. A priori, combien en l'état, combien de personnes seraient favorables à cette recommandation? N'hésitez pas à lever la main. Alors l'amender, ça va être... On a entendu l'amender. Si... On n'est peut-être pas tous d'accord sur l'amender, on a entendu les réactions avant. Il y a peu de mains qui se lèvent, en tout cas, pour être favorables. Alors, je dirais, si vous voulez bien relever les mains, une vingtaine de personnes. Combien de personnes, en l'état de cette recommandation, sont contre ? Nettement plus. Nettement plus. Combien de personnes s'abstiennent ? Voilà, beaucoup également. D'accord. Donc là, il y a un point d'achoppement sur plusieurs choses et il faudra peut-être rédiger cette recommandation. Ce sera peut-être difficile de le faire en direct, mais en tout cas, la question de la souveraineté et le paradoxe démographique, pourrait-on dire. Je vous propose de passer à la deuxième recommandation. La
Voici l'immigration forcée. Alors, pas que je me trompe, vous arrivez à la lire. L'immigration forcée résultant de conflits. Je vous laisse la lire. Là, c'est la deuxième. L'immigration forcée résultant de conflits, de l'extrême pauvreté et du changement climatique doivent être gérés principalement dans le cadre européen, accord Schengen-Dublin, sur la base d'un strict contrôle des frontières extérieures et d'une mobilité intérieure. Une distinction est faite entre asile politique au sens étroit et protection temporaire en cas de violence généralisée ou de catastrophe. Dans ce cadre, parallèlement à la prévention des conflits, au soutien des acteurs sur la place et à l'aide au développement, la Suisse met tout en œuvre d'entente avec ses partenaires européens pour accueillir sa part de réfugiés et pour traiter les demandes d'asile et, le cas échéant, faciliter les retours. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, des oppositions, des questionnements par rapport à cette recommandation deuxième, l'immigration forcée? On vous écoute. Monsieur, voilà. Merci. Bonsoir, Reda Benani, journaliste. Il y a les accords de Dublin qui m'interpellent énormément. Je ne sais plus comment ça a été voté, mais j'ai l'impression que l'Espagne, l'Italie, la Grèce se sont fait avoir. Parce que selon le chemin du circuit des réfugiés avec les passeurs, c'est par la Méditerranée, c'est par la terre, et puis généralement, leur premier endroit, c'est la Grèce, c'est l'Italie, quoi. Leur premier. Et donc, les accords de Dublin disent que c'est au premier pays où on a mis les pieds qu'on doit demander l'asile. Alors, comment ça se fait que les autres pays ont trouvé ce subterfuge pour que la Grèce, l'Italie, l'Espagne fassent le plus gros du travail, et qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Syrie, on se rend compte qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont débordés avec Mare Nostrum et d'autres plans en Méditerranée. C'était très difficile de gérer ça, et puis il y a des bateaux qui ont coulé. Voilà, donc je pense que ça date des débuts 2000, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'on ne met pas en question, on ne remet pas en question les accords de Dublin. Merci. Question très concrète, Monsieur Crépeau. J'ai écrit 2 rapports sur l'Union européenne, un en 2013, un en 2015. Celui de 2013 disait que le système de Dublin était insoutenable, unsustainable. Et celui de 2015 proposait des réponses. En effet, la logique de Dublin, c'est la logique de domino. On renvoie vers le pays précédent, qui renvoie vers le pays précédent. Et la formule est un peu plus complexe que ce que vous avez décrit, mais pour la vaste majorité des gens, c'est le premier pays dans lequel on a mis les pieds, et donc c'est la Grèce et l'Italie. La Grèce et l'Italie n'ont aucun intérêt de mettre en œuvre Dublin. D'ailleurs, l'Italie, quand j'ai fait une visite en Italie en 2013, avait 3 personnes dans le bureau pour accueillir les demandes de renvoi de Dublin des autres pays de l'Union européenne. Donc il n'y avait pas une grosse volonté politique de se faire renvoyer des centaines de milliers de migrants. En Grèce, ces derniers jours, la responsable du mécanisme de détermination du statut de réfugié, Maria Stavropoulou, a dit que pour répondre à l'accord Union européenne-Turquie, elle aurait besoin d'une augmentation de son personnel de 300%. De 300 fois, pas de 300%, de 300 fois. Ce qui est énorme. Je veux dire, elle n'arrivera pas à passer l'ensemble des demandes d'asile qui risquent de se produire, et on a vu une augmentation tout à fait considérable depuis 2 semaines, avec le personnel qu'elle a en ce moment, et la Grèce n'a pas les moyens d'avoir plus de fonctionnaires s'occupant des demandes d'asile que de fonctionnaires s'occupant du chômage. Alors est-ce qu'en l'état, vous enlèveriez carrément cette mention, cette référence aux accords Schengen-Dublin ? Je veux pas. Ça me paraît faire partie d'un débat suisse dans lequel je ne veux pas m'infiltrer. C'est aux Suisses de le décider pour eux-mêmes. Mais ce que je peux dire, c'est que je crois que la logique de Dublin ne fonctionne pas. Et qu'il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver, je pense, une liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne pour tout le monde, et avec des mécanismes de passage légalisés beaucoup plus efficaces pour les réfugiés comme pour les migrants. Question importante à M. Viguet. Je partage entièrement l'analyse sur le fait que Dublin est indéfendable en l'état actuel. Par contre, ceux qui visent à dissoudre Dublin n'offrent aucune espèce de solution. Dublin est aussi le premier pas d'une coopération européenne qui ensuite, malheureusement, s'est arrêtée
à mi-chemin, alors qu'il fallait évidemment mettre en place un système de répartition solidaire des demandes d'asile, une fois que Dublin était mis en œuvre. Donc j'ai quelques doutes quand même par rapport à l'idée simplement qu'il faut annuler Dublin et recommencer à zéro. Je pense qu'au contraire, il faut compléter Dublin, parce qu'on pourrait en discuter plus longuement. L'accord de Dublin et l'accord de Schengen vont quand même dans une direction qui favorise la coopération à l'échelle de l'Union européenne. Mais qui crée beaucoup d'injustice actuellement. Une question, monsieur, qui lève la main, merci, et ensuite, juste devant vous, monsieur. Bonjour, Michael Parmley, diplomate américain à la retraite et qui habite ici, heureusement, en Suisse. Je suis inquiet tout simplement par la phrase sur la base d'un strict contrôle des frontières extérieures. Il y a un débat dans mon pays en ce moment. Et il y a deux candidats, ou il y a plusieurs candidats, qui proposent un strict contrôle des frontières extérieures. Quand en fait la réalité, et le film l'a montré, la réalité c'est que la migration est quelque chose qui est là. Et il faut le gérer, mais de dire un strict contrôle, ça me fait peur. C'est dangereux pour vous, monsieur Crépeau? Ben moi, je partage la crainte. Je crois que l'idée qu'on peut sceller une frontière est un fantasme. Ça ne s'est jamais produit. Les frontières de l'URSS étaient poreuses. Il y a des frontières qui ne sont pas poreuses. Ce sont les frontières sur lesquelles il y a des violations massives des droits de l'homme. Corée du Nord, par exemple, n'a pas une politique d'ouverture particulière à sa frontière. Mais dans les démocraties en général, les frontières sont poreuses. Dans les pays du Sud, où il y a beaucoup moins de contrôle frontalier, les frontières sont poreuses. Donc, quelque part, l'idée qu'on peut assurer un contrôle strict aux frontières, sauf géographie, parce qu'il y a évidemment des éléments géographiques. Arriver au Canada, il faut quand même passer soit 3 océans, soit passer par les États-Unis, c'est pas évident. Donc il y a des avantages géographiques, mais que l'Europe n'a pas. Sauf géographie, l'idée d'un contrôle strict aux frontières est un fantasme qui n'est pas réalisable. Par contre, si, et c'est ça que moi j'ai dit précédemment, si on offre des voies légales d'entrée, les migrants vont les utiliser. Ils les utilisaient dans les années 50 et 60. Personne n'entrait véritablement illégalement. Ils entraient sans besoin de visa. Il y avait même cette histoire extraordinaire dans le Guardian, il y a 2 mois à peu près, de cette jeune Suédoise qui s'est rendue jusqu'en Inde dans le chemin de Katmandou que prenaient les hippies et qui est tombée amoureuse d'un Indien, qui se sont mariés. Quand elle a plus un sou, mais toujours son billet de retour, elle est rentrée en Suède. Et lui, il a acheté une bicyclette et il a traversé d'Inde jusqu'en Suède en vélo, en passant à tous les postes frontières d'Afghanistan, d'Iran, de Turquie, de Grèce, d'Italie, d'Allemagne, en présentant son passeport indien sans besoin de visa. Ça se faisait, voilà. C'était pas un problème. Et on parle de 1975. On ne parle pas de 1875, on parle de 1975. Alors je propose, puisqu'on peut amender ces recommandations, que nous enlevions la notion de strict contrôle des frontières extérieures. Je pense qu'à moins que quelqu'un s'y oppose, et on pourrait... Vous vous y opposez? Je ne m'y oppose nullement, mais simplement... Le strict me semble effectivement une absurdité. Je partage entièrement l'analyse qui a été faite. Fermer les frontières est totalement impossible. Ce qui m'étonne dans ce débat, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on saute directement à l'idée que du coup, il faut libéraliser totalement la circulation. Et là, il y a quand même un saut rhétorique qui est un peu surprenant. Parce que actuellement, le fait est que les frontières sont absolument poreuses et absolument régulées. Et la migration est massivement régulée. Si la migration n'était pas régulée actuellement, on n'aurait pas du tout la configuration de population qu'on a actuellement à l'échelle planétaire. Donc la question est où est-ce qu'on place le curseur entre les deux de manière réaliste. Il me semble que c'est là la question. D'accord. Un tout petit point. Moi, je ne propose pas d'abolir la frontière. Ce que je veux, c'est des visas. Donc qu'on puisse offrir des visas et qu'on offre des visas en nombre suffisant, de manière à ce qu'on puisse aller chercher un visa à l'ambassade, que les contrôles de sécurité soient faits, et qu'on se présente au garde-frontière avec son passeport et son visa. C'était la situation, sauf dispense de visa, qui était assez généralisée auparavant, c'était la situation autrefois pour
la plupart des pays qui envoyaient des migrants vers l'Europe, et c'est un système qui a très bien fonctionné. Il y avait contrôle de sécurité, on savait qui rentrait. Aujourd'hui, avec les bases de données, on saurait encore mieux, on aurait des contrôles de sortie en plus. Donc il ne s'agit pas de supprimer les contrôles aux frontières, mais je pense que l'idée qu'on peut bloquer tout le monde à la frontière, ça, c'est un fantasme. Alors je propose à monsieur, on reprendra la chose après si vous voulez bien, parce qu'on a encore beaucoup de choses. On pourrait peut-être au moins enlever l'adjectif strict, peut-être que ça mettrait tout le monde d'accord. Il y avait une question, monsieur, là, si vous voulez bien, ce sera la dernière sur cette recommandation pour que nous puissions avancer. Voilà, rapidement, si vous voulez bien. Ancien ambassadeur, directeur général de la Banque nationale suisse. Il y a une chose qui n'a pas été dite. Schengen-Dublin ont été créés à un moment où il y avait plutôt une émigration qu'une immigration. Et c'est pour ça qu'on n'a pas véritablement visé l'immigration, même si on pouvait la pressentir, on ne l'a pas couverte. Quant au strict contrôle des frontières, je vous rends attentif que c'est Frontex qui est en train de le faire en ce moment-ci et qu'on est en train de prévoir 6000 personnes qui vont aller probablement incessamment du côté de la Grèce pour les aider. Donc, la question du visa ou ces questions-là, finalement, on est en train de mettre en place un système pour faire front à une situation d'urgence. C'est pas facile, mais on y va gentiment. Il ne faut pas voir les choses trop en matière. D'accord, merci pour cette remarque. Rapidement, en l'état, même si on pourrait se dire on enlève le mot strict, et puis sur Schengen-Dublin, il faudrait que ce soit un Schengen-Dublin, un accord amélioré. Qui sont les personnes qui seraient favorables à cette recommandation? Si je peux vous proposer de lever la main. Voilà, une dizaine. Et qui sont les personnes contre cette recommandation? Davantage, une vingtaine. Et quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Énormément. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions ouvertes encore et que le choix des mots est déterminant. Alors, nous avançons. Je vous propose de passer à la suivante. J'en ai sauté une, pardon. Le processus d'intégration qui vise à autonomiser le plus vite possible les immigrants et en particulier les réfugiés. Il est organisé sur la base de bonnes pratiques définies par la Confédération, les cantons, les milieux économiques, patronats et syndicats, et les représentants de la société civile, diaspora, migrants, associations caritatives et culturelles, églises. Ces bonnes pratiques concernent principalement l'accès au logement, au marché du travail et la citoyenneté. Elles sont adaptées au contexte cantonal. Elles visent principalement une intégration rapide dans le marché du travail grâce à l'acquisition des compétences techniques et linguistiques nécessaires et à la mise en œuvre d'incitations à l'embauche. Là, on retrouvera une bonne partie de vos convictions, Monsieur Crépeau. Est-ce qu'il y a des réactions à cette... Madame, si vous voulez bien, on vous approche un micro. On vous écoute, vous êtes madame? Bonsoir, Roukia Toukompavré, je suis étudiante en droit de l'homme. Je voudrais réagir par rapport à la première phrase. Moi, je pense qu'elle trahit un peu l'idée même de la distinction entre réfugiés et migrants. Parce que quand on aborde l'aspect sous autonomisé, je vois derrière l'autonomisation économique, ce qui suppose que ces personnes-là, elles ne sont pas acceptées pour des raisons humanitaires, mais qu'on voit derrière une fausse immigration, c'est-à-dire qu'ils viennent pour des raisons économiques. En plus, il y a l'aspect temporel, c'est-à-dire intégrer le plus vite possible. L'intégration, selon moi, c'est tout un processus. On ne peut pas mettre ça dans un temps et se dire qu'ils doivent le faire au plus vite possible. C'est, à mon avis, une intégration qui vise l'épanouissement de ces personnes dans la société suisse. Merci. Merci. Monsieur Piguet. Bon, cette phrase est évidemment très liée à la politique suisse, mais aussi à la politique de nombreux pays vis-à-vis des réfugiés, pour la partie réfugiés, où on a là aussi une tension entre la volonté de prévenir l'intégration, en particulier l'intégration économique, pour éviter l'attractivité vis-à-vis des réfugiés. Et ici, on contredit cette idée en disant, à partir du moment où une personne est là, comme réfugié, même comme admis provisoire, il doit pouvoir le plus vite possible être aidé à s'intégrer sur le marché du travail. C'est un peu ça l'idée. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a actuellement des personnes qui sont détenteurs d'une admission provisoire depuis 16 ans, depuis 20 ans même, parfois. Et dans certains cantons, ces personnes n'ont pas accès au marché du travail, alors qu'on sait parfaitement qu'elles vont rester en Suisse. Et c'est totalement contre-productif de ne pas leur permettre d'accéder au marché du travail. Mais vous connaissez aussi la réticence du côté du patronat qui cherche une main-d'œuvre stable, qui ait les compétences nécessaires, qui ait les connaissances linguistiques aussi. Comment faire pour convaincre ce partenaire social qu'il faut absolument embaucher des personnes qui sont là, des migrants? Alors, on ne va pas entrer dans un débat assez compliqué, mais
une voie possible serait vraiment un incitant à l'embauche des personnes arrivées par la voie de l'asile. Ok. Autre question sur cette recommandation? Madame, une deuxième. Le micro par ici, s'il vous plaît. Et puis, on en viendra. Madame qui a le foulard vert là, le micro arrive. Voilà, ça va être à vous. Ouais. La salle est grande. Voilà, on vous écoute. Merci, Ferlie Chapuis. Il me semble que là, dans cette proposition, c'est la première fois qu'on provoque le point de vue de réfugiés, même de migrants. Mais de l'autre côté, en même temps, on reste dans une voie où on est en train de commodifier le migrant, faire de lui un objet de marché. À quel intérêt les employeurs, à quel intérêt les citoyennetés suisses. Et puis, il me semble que j'aimerais savoir comment ça va nous aider à avancer dans ce débat si on reste dans cette logique d'intérêt économique à la base. D'accord. Monsieur Crapeau? Une des multiples définitions de la dignité, c'est la capacité de faire des choix pour soi-même. Et je pense que moi j'interprète en tout cas cette phrase comme étant la volonté de la société d'accueil d'offrir des choix aux nouveaux arrivants, qu'ils soient réfugiés ou migrants. Une fois que les réfugiés ont obtenu la protection du non-refoulement, vous les interrogez, 99,9% d'entre eux veulent un emploi pour nourrir leur famille. Il y a un espace de dignité qui est lié à l'emploi qui est fondamental dans la plupart de nos sociétés. On a vu dans de nombreux pays des réfugiés, par exemple, qui ont encadré le chèque d'assistance sociale qu'ils ont reçu dans la semaine qui a suivi leur arrivée et qu'ils n'ont jamais touché. Et ils l'ont encadré pour dire, moi je ne suis pas à l'assistance sociale, je veux trouver un boulot, je veux nourrir ma famille moi-même, l'espace de dignité est là. Alors moi j'interprète pas vraiment la première phrase comme une commodification, je le vois plutôt comme la volonté, d'une part, d'offrir la capacité à tous ces nouveaux arrivants de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, mais aussi, et là il y a une stratégie, en permettant à ces migrants et ces réfugiés d'avoir un emploi, on leur permet de payer des impôts. Et je trouve que payer des impôts, c'est souvent la meilleure réponse au discours nationaliste populiste. Merci, Monsieur Crapeau. On va peut-être, Madame, vous avez déjà eu la parole, on va avancer peut-être en se disant qu'il y a une nuance à apporter au terme intégration rapide que soulevait Madame tout à l'heure. C'est vrai que la rapidité est arbitraire, elle est à fixer en fonction de chaque personne probablement. On va passer au vote sur cette recommandation. Combien de personnes sont favorables à cette recommandation en l'état? Alors là, ça marche beaucoup mieux. J'aurais une bonne quarantaine de personnes, voire plus. Combien de personnes sont opposées à cette recommandation? Vous êtes opposés à cette recommandation? Pas de voix qui se lèvent, de mains qui se lèvent, et des abstentions peut-être? Ok, une dizaine d'abstentions. Là, il y a quand même une majorité, je pense. On est un peu comme dans la Lensgemeinde, hein, c'est un comptage un peu subjectif. Voilà. On va passer à la dernière recommandation, organisation de la mobilité, que vous pouvez voir sur l'écran. Parallèlement, la Suisse, en coopération avec les pays qu'il souhaite, met en œuvre des initiatives expérimentales d'organisation de la mobilité. Ces initiatives viseront à créer des voies légales d'immigration pour encourager une mobilité régulée. Elles seront fondées sur des incitations positives, reconnaître et donner un prix à la mobilité. On retrouve l'interview que vous avez entendue dans le film, M. Kleber. Plutôt que de l'interdire, attribuer des green cards, on en parlait, créer de la mobilité liée à la formation. Ces initiatives valoriseront l'immigration et permettront d'enrichir nos représentations du monde. Est-ce que par rapport à cette recommandation-là, qui est la dernière, est-ce que vous avez des questions, des objections, des remarques ? Monsieur qui n'a pas encore eu la parole, le micro s'il vous plaît, par ici, si vous voulez bien. Il arrive vers vous, on vous remerciera de vous présenter, monsieur. Alexandre Starker, j'habite au Caire et je suis conseiller en gouvernance. Et je suis de l'autre côté, je suis du côté de l'extrême pauvreté. Pour vous donner un exemple, au Caire, en Égypte, on a 5900 personnes en plus tous les jours. C'est-à-dire qu'on a une ville comme Genève tous les 62 jours. Le phénomène au Nigeria est le double. C'est 12 000 personnes par jour. Donc, je ne vois pas si c'est vraiment important d'organiser la mobilité
ou si au contraire on doit aider les pays en voie de développement de fixer un peu leur genre grâce à de l'éducation et tout ça. Et ça, on a failli complètement depuis 30 ans. Je lis dans la presse que la Suisse veut diminuer l'aide au développement. Je trouve que le taux d'aide au développement des pays industrialisés est extrêmement bas si on le compare par exemple aux armes. Et voilà, là, il y a un débat qui manque encore. Monsieur Crépeau, alors est-ce qu'il faut d'ailleurs opposer les deux choses, aide au développement et migration? Je vous laisse la parole et Monsieur Piguet ensuite. Très rapidement, moi je pense qu'il faut, je l'ai dit tantôt, intégrer la migration aux politiques de développement. Les migrants renvoient à la maison plus de 3 fois ce que donnent les pays industrialisés en aide au développement. On est rendu à l'OIM, les chiffres de l'OIM sont à 500 milliards de dollars annuellement. Un peu plus de 500 milliards si je me souviens bien. Donc pour moi l'idée ce n'est pas ni d'interdire ni d'encourager la migration, c'est de considérer que la migration est une stratégie parmi d'autres pour des individus de se trouver des voies de survie. 87% de l'immigration africaine reste en Afrique, vers d'autres pays. Il y a des pays qui attirent l'immigration, le Nigeria en est un, mais aussi l'Afrique du Sud, le Sénégal, etc. Je suis parfaitement d'accord avec vous que les politiques de développement ont en grande partie failli à créer du développement suffisant. Il faut se rappeler que le développement, au moins durant la première génération, ne réduit pas l'immigration, il l'augmente. Parce que tous ceux qui ont rêvé de partir ont enfin l'argent de le faire. Et donc on a vu ça pour l'immigration italienne, par exemple, après la guerre vers l'Amérique du Nord, qui ne s'est arrêtée que dans les années 80. Donc la migration, elle, pendant le développement, va encourager la migration pendant au moins une génération. Alors, ce qui me paraît très important, comme vous le disiez, c'est d'encourager le développement de ces pays-là, absolument. Il faut créer des emplois, il faut créer des industries, et on n'a pas manifestement fait suffisamment. Pas seulement pour fixer les populations. Si on fait du développement pour éviter la migration, on se tire dans le pied. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est aussi de créer des marchés, c'est de créer des zones d'innovation dont nous allons profiter également, et de faciliter la mobilité entre toutes ces zones. Ça, pour moi, c'est l'idée fondamentale. Monsieur Piguet, quelque chose à ajouter? Je n'ai rien à ajouter, je partage cette analyse. D'accord. Est-ce qu'il y a encore une question sur cette recommandation? Madame Montblanc, on vous apporte le micro, il arrive. Vous êtes madame? Élodie Tranché, juriste en droit de l'homme. Dans la feuille qu'on nous a distribuée, il y a un autre paragraphe qui se termine en disant que cette action de long terme doit permettre de tirer parti des migrations et de renforcer leur rôle civilisateur. J'aurais aimé comprendre un petit peu ce qu'il en était. J'imagine que c'est positif, hein, que c'est les migrations qui permettent... Alors, ça, c'est la dernière... c'est pas une dernière recommandation, une sorte de post-scriptum idéal qu'on ne vous a pas soumis en recommandation, qu'on peut discuter encore après, mais c'est effectivement, c'est en dehors de cette recommandation-là. Hein. Voilà. Alors, monsieur avait une dernière question sur cette recommandation, et après on la soumettra au vote pour que nous puissions éventuellement prolonger en aparté cette discussion, cette dispute. Monsieur. Oui, mon nom est Sigvard, je voulais remercier le film, il est tout à fait juste, mais le débat est un petit peu en retrait, parce que quand on dit organiser la mobilité, mais la mobilité, elle est là, les migrants sont là. Donc organiser, en Suisse, il y a des centaines de milliers de clandestins ou de travailleurs au noir, ils sont là. Et ça a certainement augmenté. Donc le professeur de géographie il aurait pu nous donner des statistiques. Pas les officiels, mais sur la réalité. Donc, en fait, quand on parle organiser la mobilité, c'est donner des green cards à ceux qui sont déjà là. Pas les faire venir, ils sont là. Il y en a des centaines de milliers en Suisse. Et ils ont profité, à juste titre, des accords de Schengen. Et le travail, c'est pas que les femmes de ménage. Vous avez oublié le travail qui est fait pour les personnes 3e, 4e âge. C'est des centaines de milliers de personnes qui travaillent à la maison. Et ceux-là, ils sont là et on les a besoin. Donc, donnons-leur des green cards, ils sont déjà là. On n'a pas besoin d'organiser la mobilité, les gens sont là. Les dizaines de millions de migrants clandestins en Europe, ils sont là. Et d'ailleurs, ils ne partent pas. Je prends un exemple qui est révélateur. On parle des gens qui viennent donc par les réfugiés. Et à la fin, on a les statistiques des 90% de réfugiés ou plus qui sont renvoyés.
et qui sont censés partir en avion en Afrique, et on en a quelques dizaines qui partent en avion. Les autres sont partis par eux-mêmes. Ils ont pris le train, ils sont entrés en Afrique. Non, ils sont restés en Europe. Ils ont disparu chez nous, en Suisse et en Europe, dans la nature. Ça, c'est la réalité. Alors, monsieur, merci de répondre. Monsieur Piguet, y a-t-il des statistiques officieuses? Pas de statistiques fiables sur les personnes qui ne sont pas dénombrées, c'est-à-dire les personnes sans titre de séjour, mais je crois qu'on peut tout à fait s'entendre. L'idée d'organiser, c'est précisément de trouver moyen de légaliser des situations qui ne sont pas légales déjà sur le territoire, ou d'accorder des droits d'entrée à ceux qui pourraient remplir des fonctions pour lesquelles, sinon, on serait obligé de recruter des clandestins. Et sur ce point-là, il me semble quand même que la Suisse est un assez bon exemple. On a de bonnes raisons de penser tout de même que les accords de libre circulation avec l'Union européenne ont permis à une main-d'œuvre relativement peu qualifiée en provenance des pays de l'Est européen de remplir des fonctions pour lesquelles, s'il n'y avait pas eu d'accord de libre circulation, on aurait recruté des clandestins. Et ça me permet d'avancer l'hypothèse que, par rapport à il y a 10 ans, le nombre de personnes non déclarées en Suisse a plutôt tendance à diminuer, en raison, entre autres, des accords bilatéraux, qu'à augmenter. Mais évidemment, ensuite, on peut contester les statistiques qui n'existent pas. D'accord, merci. Alors, on va passer au vote sur cette recommandation avant de terminer cette dispute. Quelles sont les personnes qui sont favorables, si vous voulez bien, lever la main? D'accord, bon, une bonne trentaine. Quelles sont les personnes qui sont opposées? Plutôt 5. Quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Alors là, il y a une majorité, donc c'est encore une recommandation à discuter dans les détails probablement. D'accord. Alors une dernière, pour rejoindre ce que Madame Amblant disait, une dernière recommandation que nous ne mettrons pas en discussion, vous l'avez trouvée sur le bas de votre feuille, c'est une sorte de post-scriptum idéal. Je vous la résume, mais donc il n'y aura pas la phrase que vous citiez, c'est la Suisse doit tout mettre en œuvre au niveau international pour donner leur juste place aux migrations, en travaillant à réduire les conflits, soulager les États voisins, mieux répartir la richesse et lutter contre le réchauffement climatique. Ça fait beaucoup. C'est un programme idéal. En tout cas, je vous remercie pour ces questions intéressantes de bon niveau. Merci à nos deux orateurs également et à votre écoute attentive, à la qualité de ce débat. Le mot de la fin revient à Monsieur Charles Kébert. À vous. Fin donc de cette première dispute. Pacifique, chaleureuse, intéressante. J'aimerais profiter de vos derniers instants de captivité pour remercier d'abord vous tous pour ce débat riche, remercier notre hôte Philippe Burin, qui, vous le savez, est bien plus qu'un hôte, remercier Yves Oltramar aussi pour sa chaleureuse présence. C'était cette inquiétude stimulante qui met aussi vers la discussion. Remercier ceux qui nous ont accompagnés dans la conception même de cette dispute, c'est-à-dire Eric Höstli, Johan Rochel, que vous avez vu, Franz von Däniken, mon ancien collègue. J'aimerais les remercier pour leur bienveillance critique. Et aussi, bien sûr, mes complices du film, c'est-à-dire Félix Sandry et Claude Montandon. Dernier mot, pour vous donner un prochain rendez-vous, j'espère, sur d'autres disputes pour continuer ce débat et en faire un processus social, politique qui permette de changer nos représentations. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.